Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Actisol, producteur d'engrais naturels recommandé par les professionnels. Actisol, entreprise agricole québécoise depuis 3 générations, produit l'engrais Merpoule depuis près de 25 ans. Soucieuse de la qualité de l'environnement, Actisol recycle et valorise chaque année des milliers de tonnes de fumier de poules pondeuses. Cette production locale et peu énergivore permet la fabrication de produits naturels faciles à utiliser pour les jardiniers. Profitez de la simplicité d'application des produits Actisol et demandez-les dans votre jardinerie. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à Radio Légumes et compagnie. Et que ferions-nous sans notre horticulteur préféré, Bertrand Dumont? Applaudissez! Non, pas trop, pas trop. Bonjour, Janine Bonjour, Ross, Bertrand. animatrice. C'est une émission spéciale aujourd'hui, Oui, Bertrand, oui, où oui. tu donnes un grand coup de pied dans des préjugés. Alors, on va Et tu essayer expliques tout ça à fond. Émission spéciale sur... tout ce que vous aimeriez savoir sur les tomates sans jamais oser le demander. Parce que OK? tu as l'impression de rien savoir quand tu poses une question sur une Les tomates. particularité de la tomate. Alors, pourquoi une édition spéciale? C'est moi qui vais poser la question en commençant. Tout simplement, c'est que la tomate est le légume-fruit le plus cultivé, OK, dans les potagers partout. Et là, il y a de très nombreuses questions et il y a de tout aussi nombreuses réponses. Ah non! OK? Et notamment sur Internet où ça part dans tous les sens. OK? D'accord. Donc, on va essayer aujourd'hui d'y voir un petit peu plus clair. Je vous annonce déjà que ce balado va être un petit peu plus long que d'habitude, mais Ça vaut vous la allez peine. trouver beaucoup d'informations sur les tomates. On est parti. Janine Roth, je vous écoute. Quelles sont vos questions? Bon, alors, regarde Bertrand. Oui. Si on cultive des tomates à Blanc-Sablon Oui, et si on cultive des tomates à Gatineau, oui. on se rend compte que le Québec est grand, hein? Parce que le Québec est OK. grand. Et effectivement, c'est pas du tout la même chose. C'est Donc, pas la même température. l'imbroglio commence avec un total manque de précision, OK? Mhm. Dans la culture des tomates. Mais, dans les diffusions, c'est-à-dire dans toutes les brochures, les publications, c'est ça, manque de C'est précision. ça, manque de précision. Parce qu'on ne tient pas des compte des besoins originels de la plante. Je vais revenir sur les origines de la plante, mais avant ça, on ne tient surtout pas compte des régionalismes. Donc, je vais vous donner un exemple entre Montréal, Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK? Durant l'été, entre Montréal et Québec, on a 2 à 3 semaines de différence de température. L'été est 2 à 3 semaines plus court à Québec qu'à Montréal. Et encore plus entre Montréal et Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien sûr. Et encore plus si les réponses viennent d'Europe Si tu consultes des revues d'horticulture ou de ou jardinage des d'Europe. sites europééens. OK? Ouais, Donc, ouais. on a des grosses différences. Comment est-ce qu'on établit le nombre, les besoins d'une plante? C'est une notion, les degrés de jour de croissance. C'est l'accumulation de chaleur qui sert à estimer la durée du développement biologique d'un fruit. Bon, OK. Comment on peut simplifier ça OK. encore? Le degré jour. Les degrés jour, donc c'est la quantité de chaleur que ça va avoir besoin. OK? Donc, ça ne veut pas dire le nombre de jours de chaleur, mais la quantité totale. Vous allez mieux comprendre. À Montréal, on a entre 3000 et 3200 degrés jour par année. OK. Qui est la quantité de La chaleur. quantité de chaleur. Donc, ça OK, prend disponible. OK. À Québec, c'est entre 2600 et 2800 degrés jour. Il commence à avoir une bonne différence. Et au Lac-Saint-Jean, c'est entre 2200 et 2600 degrés jour. Et c'est pour ça qu'au Lac-Saint-Jean, la plupart des gens cultivent les tomates dans des serres. C'est assez OK. prudent. Prudent parce qu'il Oui. n'y a pas assez de degrés jour. La différence entre Montréal et Saguenay, c'est 30% de degrés jour en moins. OK? Oui. Retenez cette information. Donc, ça prend des degrés jour. Alors, où et depuis combien de temps on cultive les tomates? Et c'est là toute la question. Les tomates vient viennent du certainement pas Pérou de- et de l'Équateur. OK? À l'origine, sont au Pérou et l'Équateur. On est donc dans une région tropicale. La tomate est une plante
tropicale. Donc, ça lui prend beaucoup de degrés jour pour arriver. Donc, on est simplement heureux de cultiver ça au Lac-Saint-Jean Voilà. ou à Blanc-Sablon, sous serre. Je vais vous donner un autre exemple, le maïs. Ben, le maïs, la limite du maïs, c'est à peu près Québec, le bas du fleuve. Là. Plus haut que ça, le maïs devient compliqué. On commence à avoir des variétés, mais ça devient un peu compliqué. Au-dessus du Saguenay, là, le maïs ne pousse plus. Il n'y a plus assez de degrés jour pour le maïs. Donc, c'est vraiment... Ils sont cultivés depuis environ 3000 ans par les Amérindiens d'Amérique du Sud. Et elles ne sont arrivées au Québec qu'au 18e siècle. Parce que? Parce qu'avant, elles étaient dans le Sud et qu'elles n'étaient pas adaptées. On a des variétés qui se sont adaptées, qui sont potentiellement adaptées, mais il reste quand même que la plante a besoin de cette chaleur. Mais tu dis ça, adapté, puis la grande preuve, c'est que s'il y a des graines de tomates, on met ça au compost, au printemps suivant, des plants lèvent, parfois. Alors là, il faut faire attention entre une plante qui va germer et une plante qui va produire. D'accord, ça c'est sûr. OK, parce qu'il y a des plantes qui vont germer, mais qui vont jamais produire. Parce qu'il ne fait pas assez chaud, il n'y a pas assez de degrés jour pour amener le fruit à maturité. Hein? Donc, c'est assez... C'est pour ça qu'il y a des plantes qui même... Bon, les rhododendrons, là, avec le changement climatique, c'est différent, mais il y a quelques années, le rhododendron, il poussait, mais les fleurs brûlaient parce qu'il faisait trop froid l'hiver. Là, les températures sont moins froides. Puis il y a des plantes qui ne vont pas aller jusqu'au bout de leur fructification parce qu'il fait pas assez chaud l'été. Là, tu sais. Oui, alors c'est ça. Donc, c'est pas parce que la semence, en fait, elle s'est adaptée, mais elle ne pourrait pas produire. C'est-à-dire qu'elle rencontre les conditions nécessaires à démarrer, mais elle ne sait pas, quand elle démarre, qu'elle ne pourra pas faire de fruits à la fin. Qui fait trop froid. Il n'y a personne qui lui a dit ou elle ne l'a pas compris, mais ça, c'est un peu normal pour une semence. Alors, il y a des températures minimales. Tu abordes un peu la question. Alors, donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est une plante des régions tropicales. Et il faut savoir que même si les variétés sont adaptées, 50% du bagage génétique d'origine. À peu près toutes les plantes ont gardé un minimum de 50% de leur bagage génétique. Donc, leur bagage génétique de plantes tropicales, il est encore là, même dans les variétés adaptées. OK. Donc, on garde ça en mémoire. Il y a une adaptation, mais elle n'est pas totale. Et donc, la température minimale pour se développer, c'est 12 degrés. Okay? En dessous de 12 degrés, elle va tendance à avoir arrêté. Et donc, mais, à l'opposé, trop chaud la nuit, il n'y a pas de pollinisation. Hein? La plante va arrêter, il va y avoir des problèmes de pollinisation. Quel phénomène? Qu'est-ce qui fait que la pollinisation ne se fait pas la nuit? Quand il fait trop chaud. Quand il fait trop chaud, c'est ça? Ça arrête la pollinisation. Les insectes pollinisateurs travaillent moins, puis ça bloque la pollinisation parce que la plante a trop chaud. La plante va bloquer ses stomates. Elle va se mettre en repos, ce qu'on appelle, parce qu'elle n'est pas capable d'aller puiser suffisamment d'eau pour pouvoir compenser les pertes d'eau dans la journée. OK. C'est un mécanisme très compliqué, les plantes, et c'est très, très équilibré. Puis à quel moment on plante les tomates pour être certain de ne pas rater son coup? Alors, on plante les tomates. Ce qu'on va toujours vous dire, là, c'est la date de dernier gel, plus 10 jours avec au moins 10 degrés la nuit. OK? Il y a des années, comme une année comme cette année, où on a eu une belle série où on va avoir bien plus que 10 jours, et là, dans quelques jours plus tard, tout d'un coup, on a une baisse de quelques degrés. Il ne faut pas paniquer, c'est pas très grave. Okay? Moi, je vais vous dire, la meilleure méthode, pour moi, c'est un sol à au moins 18 degrés Celsius pendant 3 jours. Sol en combien de pouces là, dans le sol? Environ je dirais à 6-8 pouces du sol, c'est-à-dire à la hauteur des racines, là. OK? Si vous les enfoncez ou si vous les couchez. Donc, entre 25, 30, entre 20 et 30 cm, mettons. Et pour ça, ça prend un thermomètre à sol. Et moi, je ne décide de planter mes tomates que quand la température du sol est de 18 degrés pendant 3 jours. Et non la température extérieure, parce que c'est ça. Différence. Là, il y a une année où est-ce que tout d'un coup, on a un froid, fait que là, on va planter tomates au mois de juillet, ça n'a plus de sens. Mais si le sol est déjà chaud, le sol va rester chaud, la plante va arrêter de pousser pendant un ou deux nuits, 1 ou 2 jours, mais elle va repartir après parce que le sol est suffisamment chaud. Il peut faire très chaud et le sol est encore très froid, puis chaque sol a sa température. Donc, le sol peut être encore très froid, mais la température extérieure très chaude. Vous plantez vos tomates et là, ça va les arrêter. Ça va arrêter l'affaire. Bon. Est-ce que c'est une bonne idée, Bertrand, de supprimer les feuilles du bas des tomates après
La plantation. Alors là, on rentre après. Après la plantation. Là, on rentre dans la petite controverse, là, Tadé. parce que moi, je vous dirais non, surtout en début de saison. Mais là, quand on lit ce que font les agriculteurs, ils vont vous dire oui qu'ils les enlèvent. OK? Mais eux ne font pas ce que nous, on peut faire, c'est-à-dire mettre un paillis. OK? Donc, pourquoi pas les enlever? C'est que les feuilles sont des usines de production, c'est la photosynthèse, et donc elle va nous permettre de nourrir la plante. Si on enlève trop de feuilles, la plante va avoir de la difficulté à partir. Et donc, la meilleure méthode pour préserver, parce que ce qui se passe, c'est qu'on dit ça pour empêcher que les maladies se mettent dessus. C'est pour ça que les producteurs font ça. Mais là, on met un paillis à ce moment-là. OK? Donc, paillis, c'est une matière organique comme de la paille en décomposition. Ce qui n'est pas en décomposition, c'est pas du paillis. On reviendra un autre jour là-dessus. Donc, on met de la paille, on peut mettre toutes sortes de choses. Là, je suis pas tellement plastique là, parce que moi, je suis plutôt bio. Donc, on va mettre de la paille et cette paille-là va empêcher que la terre qui est contaminée par les maladies monte sur la feuille, touche la feuille et contamine la feuille. Et tu l'as vraiment vérifié. Ça, je peux le dire, dans le potager, ça fonctionne. Parce que j'avais des tomates à une certaine époque, il n'y avait presque plus de feuilles. Tellement il y avait une maladie, puis là, c'est réglé. Oui. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais de la mer Acadie est fait d'algues récoltées de façon responsable et écologique dans la baie de Fundy au Nouveau-Brunswick. Cette ligne de produits riche en oligo-éléments est complétée par des composantes de poissons et de crevettes recyclées. Cet engrais augmente la résistance des plantes face aux caprices de Mère Nature. Il améliore la qualité des récoltes et accentue le goût des fruits et légumes. Produit de manière éco-responsable, il provient entièrement de sources naturelles renouvelables. L'engrais de la mer Acadie d'Actisol est le produit idéal pour les jardiniers qui rêvent de légumes sains et biologiques. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, on revient à nos tomates. Il y a 2 écoles. Et là, sortez vos crayons et vos oreilles ouvertes bien grandes parce que là tu déboulonnes. Tu déboulonnes des mythes. Alors, est-ce qu'il faut enlever ou non les tiges secondaires et non les gourmands? Là, on va commencer par le début. Donc, il n'y a pas de réponse simple, OK? Vous allez voir que la réponse, elle est loin d'être simple. Alors, quand je vois sur Internet oui, non, là, excusez-moi, mais c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Des fois, c'est oui, d'autres fois, c'est non. Voilà. Bon. Et vous allez voir qu'il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. D'abord, il n'y en a pas de gourmand sur une tomate. Un gourmand, normalement, ça part du pied et puis ça vient un peu compétitionner la plante. Mais c'est à la base, au niveau du sol. Ce qu'on a sur une tomate, et c'est tout à fait naturel, okay, c'est ce qu'on appelle une tige secondaire. Et c'est une tige secondaire naturelle. Si vous laissez un plant de tomate pousser dans la nature, il va faire ses tiges secondaires. Puis il produit ses tomates quand même. C'est ça. Mais donc, c'est ces tiges secondaires qu'on va décider de conserver ou d'enlever. OK. Alors, comment on décide? Justement, de les enlever ou pas? Et là, on se prépare. Attachez vos tucs parce que là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de critères à prendre en compte avant de se dire que je le fais ou je le fais pas. Mais c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué, mais bon, d'abord, le type de croissance. On a 3 types de croissance. Les variétés indéterminées, c'est la manière naturelle des plantes. Là, les plantes sauvages poussent comme ça. C'est une liane, finalement. Hein? C'est pour ça que quand j'étais à Fleur Plantée Jardin, tous les ans, j'avais quelqu'un qui m'envoyait une photo d'une tomate qui faisait 4 mètres de haut. Là. Oui. Mais ça peut faire 40 mètres de haut, une tomate dans son état naturel. Là. Ça peut être très long. Là, c'est une croissance qu'on appelle une croissance continue. Donc, ça peut être 2 mètres, voire plus. Et donc, vous avez des grappes de fruits le long de la tige. Et c'est pour ça que les grappes de fruits sont le long de la tige. Au fur et à mesure où ça monte, les feuilles tombent parce qu'il n'y en a plus besoin. Et donc, il n'y a plus de fruits dans le bas, puis il y a du fruit dans le haut. Oui. De la tige. Ça, c'est à retenir. Donc, ça se développe au fur et à mesure. Alors, OK. Et le type de croissance, maintenant, pour
une autre variété. OK. Semi-indéterminée? Il y a les semi-indéterminés. Ça, c'est des nouvelles variétés naines. OK? Je vous dis tout de suite, on ne fait rien sur ces variétés naines-là. Elles sont déterminées au départ, elles font 2-3 bouquets, puis tout d'un coup, il y a une tige qui sort qui fait d'autres bouquets. Donc, on n'y touche pas, comme ça, on a plus de tomates. Mais c'est quelques variétés nouvelles. C'est nouveau, ça. C'est assez nouveau. Semi-indéterminé, Oui. je n'avais jamais entendu C'est ça. ça. Et maintenant, là, les déterminés. Les déterminés, ça n'a rien de tout de naturel. Ça a été découvert en 1914 dans un champ en Floride. OK? C'est un buisson, en réalité, d'environ 45 à 1 mètre, 1 mètre 20 de haut. Les fruits mûrissent presque tous en même temps, sur une très courte période. Donc, c'est un métabolisme totalement différent de la longue liane qui va pousser. Donc, c'est les 3 types de croissance. Sens, Indéterminé, semi-indéterminé et déterminé. Et on enlève, si on désire enlever des gourmands ou tiges secondaires, pour être plus précis, uniquement sur les variétés indéterminées, Celles qui croissent à l'infini. à l'infini. Parfait. Juste sur celle-là, OK? Ça, c'est clair? On y va. Bon, deuxième point. Les variétés. Ça dépend. Alors, on enlève ou non les tiges secondaires. Ça dépend de aussi la variété. Ta variété. C'est ça que tu dis, hein? Oui. Certaines variétés ont peu de tiges secondaires. D'autres, beaucoup. OK. OK? Donc, ça peut être un facteur. On fait aussi la grosseur des fruits. OK? Donc, si on veut des plus gros fruits, dans notre considération nordique, je le rappelle, hein, Oui. notre considération nordique, il va falloir, si on veut des fruits un petit peu plus gros, éviter que toutes partent en fruits, parce que la plante n'aura pas assez de temps pour toutes les amener à maturité. Donc, si on aime les gros fruits, il va falloir penser à enlever les tiges secondaires. Si on s'en fout, on peut les laisser. Pour les tomates cerises, les tomates cocktail puis les tomates poires, c'est moins problématique. Il n'y a pas OK. tellement. Il n'y a pas tellement de tiges secondaires, c'est ça? Je vais vous expliquer pourquoi moi Ouais. je les enlève, pareil, là, mais OK. non, au contraire, il y a beaucoup de tiges secondaires, Mm. mais ça n'a pas d'influence sur la grosseur du fruit. Donc, ça produit. Même Ça les produit, tiges secondaires c'est ça, produisent. même les tiges secondaires OK. produisent, parce que la maturité est plus rapide, puis les variétés hâtives ou tardives aussi peuvent jouer dans la question. Bien. Donc, ça peut être un autre élément. Bon, ben, jusqu'à maintenant, ça va bien. Alors, Le- qu'est-ce qui fait qu'on enlève ou non? Alors, il y a un autre élément, la durée de la Oui. saison de culture. On en a parlé tout à l'heure. Plus elle est longue, plus la tige principale s'allonge. On va comprendre qu'à Montréal, les tiges sont plus longues qu'à Québec, elles sont encore plus longues que dans le Lac-Saint-Jean. Pour les OK? indéterminés. Pour les indéterminés. OK? En serre, c'est un petit peu différent. Là, on va faire plus de degrés de chaleur, on va garder plus la chaleur. Plus elle est longue, plus les tiges secondaires se développent, donc il y a moins de tiges secondaires en climat froid. OK? OK. Donc, entre Montréal et Québec, on va avoir moins de gourmands à Québec qu'on va en avoir à Montréal, dépendant des années, dépendant de la température. Ça aussi, ça joue, là. Souvent, OK, on a des gens de Québec qui disent, ben moi, je n'enlève pas, puis c'est correct, mais à Montréal, là, on peut en avoir 50% de plus. Ça commence à devenir un peu compliqué. Et plus elle est longue, plus les fruits déjà formés n'arriveront pas à maturité. C'est-à-dire que si vous laissez continuer tout le temps, puis tout laisser, ben vous allez avoir beaucoup de tomates vertes parce qu'elles n'arriveront jamais à maturité, là, dans notre climat nordique, je le rappelle. Oui. Donc, en fin de saison, on va se retrouver avec beaucoup de fruits non mûrs. Bien qu'on ait des recettes exceptionnelles. Exceptionnelles, ça, c'est une autre. Mais c'est toujours agréable de les avoir mûries. Bon, c'est ça. Mais comme je vous dis, ça dépend, Oui. ça dépend de vos objectifs. C'est pour ça que j'essaie de vous donner à peu près toutes les données. Oui, puis on va parler aussi de tutorage, les types de tutorage. Fait que vous avez le tutorage en cage. Ben, pour le tutorage en cage, en général, il est réservé aux plantes déterminées. Mais des indéterminés, là, c'est très compliqué d'aller enlever les tiges en cage. Moi, ce que je vais utiliser, c'est le tutorage qu'on appelle sur ficelle. C'est-à-dire que je vais mettre des tuteurs. Sur les tuteurs, je vais mettre d'autres tuteurs. Et donc, je vais mettre une ficelle qui part du pied de la plante jusqu'à la hauteur du tuteur, qui fait à peu près, en général, 6 pieds, 1m80, là, à peu près. Et donc, je vais faire monter ma tomate là-dessus. Et après ça, je vais faire courir ma tomate sur le tuteur. OK? Puis je vais revenir horizontaux. OK? Donc, je vais revenir un petit peu sur la fin de saison tout à l'heure. Fait que tu dis, dans le fond, les tiges secondaires pour un plant de tomate buissonnant, Oui. c'est un petit peu plus compliqué. Puis tu le laisses aller à ce moment-là? Tu laisses Ben, aller les le tiges secondaires? buissonnant, tu le laisses aller de toute façon. Oui, c'est ça. Mais si tu mets un indéterminé dans une cage, c'est compliqué. Ah oui, ben oui. C'est Ben compliqué. oui, il dépasse. Bon. OK, alors, ça dépend aussi
si tu fais de la culture intensive ou plus aérée? Alors ça, c'est un argument dont on n'entend pas souvent parler, mais moi qui m'interpelle beaucoup. Mais plus on rapproche les plants, plus il faut supprimer les tiges secondaires. OK? Parce que si vous mettez des plants serrés, et puis vous n'avez pas les tiges secondaires, ça va être un fouillis incroyable. Puis c'est de l'ombre aussi. On dirait que les fruits mûrissent moins parce que le soleil ne va pas partout dans la plante. C'est vrai ou pas? Un petit peu une question un petit peu plus loin. On va revenir là-dessus. Okay? On va revenir sur le mûrissement tout à l'heure. Là. On continue de suivre ton raisonnement. Donc, si vous plantez des tomates puis vous ne supprimez pas les tiges secondaires, vous allez avoir de 1 à 1,25 plants par mètre carré. Mais si vous supprimez les tiges secondaires, vous pouvez aller jusqu'à 3 à 3,5 plants par mètre carré. Tu triples presque ta production. Non, tu triples ton nombre de plants. Ton nombre de plants. Okay, je ne dirais pas qu'on triple la production, parce qu'on pourra avoir une production un petit peu moins... Mais ça, je n'ai pas trouvé beaucoup d'études qui me comparent. Sauf que ça vous permet plus de diversité dans les variétés. Moi... Et là, on parle de petits jardins. Oui. Dans un petit jardin, si vous n'enlevez pas, vous allez avoir 1 ou 2 variétés de tomates. Alors que si vous les enlevez, vous pourriez avoir 3, 4 variétés de tomates, comme on a déjà eu, jusqu'à 6 variétés de tomates ici. Donc, ça me prendrait 6 mètres carrés pour 6 variétés différentes. Et là, en 2 mètres carrés, j'ai 6 variétés différentes. Alors là, tu y vas allègrement en enlevant les tiges. C'est jusqu'à 3 fois moins de place en enlevant les tiges secondaires. Donc, c'est 3 fois plus. Donc, ça me permet d'avoir la tomate cerise, la tomate cocktail, la grosse tomate. Donc, ça me permet de mélanger les tomates et d'avoir plus de diversité et de m'assurer que toutes les variétés n'arrivent pas tout en même temps puisqu'il y a toujours un petit décalage. C'est ça. Bon, alors voilà qui est clair. C'est vrai que c'est un point important. Oui. Maintenant, si on supprime les tiges secondaires, est-ce que ça peut engendrer de la maladie? Ça laisse quand même une blessure. Non. Comment t'enlèves d'ailleurs ta tige? Est-ce que tu la coupes avec un ciseau? Est-ce que tu la casses? Non. En réalité, ça ne pose aucun problème à condition qu'on les enlève quand elles sont toutes petites. Et avec 2 doigts, quand elles ont à peu près quelques pouces de haut, là, 2-3 pouces de haut, quelques centimètres de haut, là, il suffit de les casser. Et donc, peut-être j'ai oublié de dire que la tige secondaire se trouve, il y a la tige principale, la feuille, qui se trouve à l'aisselle de la feuille. Et donc, tout simplement, on la casse. À l'aisselle. À l'aisselle de la feuille, quand elle est toute petite. Mais ça vous demande de passer dans vos tomates tous les 2-3 jours. OK, il faut passer régulièrement. Mais moi, je suis d'avis que dans un potager, on devrait y aller au moins tous les 2-3 jours pour voir ce qui se passe. Ne serait-ce que pour vérifier, c'est ça, s'il y a une attaque d'insectes ou si ça manque d'eau, etc. Donc, tu ramasses tes tiges secondaires, point. Si on attend, puis que là, on est obligé d'aller sortir le sécateur, là, il y a plus de risques. Okay? De maladie. On a plus de risques de maladie, mais ce n'est pas encore tout à fait clair. Mais si on le fait régulièrement, là, c'est pas un problème. OK. Maintenant, on continue toujours dans ton raisonnement. Si on les enlève pas, est-ce qu'on obtient la même quantité de fruits? Ça, c'est extrêmement difficile à dire parce que les gens vont dire, cette année, je les ai enlevés, l'année dernière, je ne les ai pas enlevés. Mais il n'y a pas une année qui est pareille. Moi, je ne fais jamais les mêmes récoltes. Il y a une année, il y a des bonnes récoltes, il y a une année, des moins bonnes récoltes. Donc, c'est assez difficile à dire. Ça dépend aussi de la variété. On a parlé de la variété. Il y a des variétés où on va pas enlever les plantes des tiges secondaires et ça pose pas de problème. Ils vont produire à peu près autant, puis il y en a qu'on va utiliser, on va les enlever, puis on va produire plus. Donc, c'est pas évident. On pense que c'est un peu plus parce que la plante prend moins d'énergie pour produire du feuillage. Okay? Mm-hmm. Elle va produire du feuillage, il y a moins d'énergie. Ça aurait un certain sens. Ça a un certain sens. Mais comme je vous dis, je ne peux pas vous donner une réponse claire. Et puis, ça dépend aussi de la saison. Donc, surproduction de tiges en saison très chaude, de tiges secondaires. Quand il fait très chaud, il y a beaucoup plus de tiges. Et puis, tous les fruits n'arrivent pas à maturité à la saison très froide, à la saison froide. Donc, l'énergie est perdue, à moins qu'on veuille faire des tomates vertes. Oui. Okay? Oui. Mais il reste quand même qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver des tomates vertes qui sont tellement petites que vous n'allez même pas les utiliser. Elles vont partir dans le compost. Donc, il faut trouver un équilibre là-dedans, qui est important. OK. Alors, est-ce qu'enlever les tiges secondaires, Bon, tiens. Alors, mais ça, c'est pour les férus de statistiques, je pense. Non, c'est plus que... Oui, c'est pour les férus statistiques, mais ça prend-tu beaucoup de temps? Je pense que le débat prend plus de temps que de les enlever. C'est bon. OK? C'est bon. Si on le fait régulièrement, à toutes les 2 à 3 jours, et là, je suis extrêmement généreux.
ça prend 2 à 3 minutes par plant. Honnêtement, je me suis dit, moi, ça me prend moins d'1 minute par plant, mais je vais être gentil avec les gens qui sont peut-être pas férus puis qui savent pas. Comme tu me dis tout le temps. Tu sais, qui n'ont peut-être pas les habitudes. Donc, 2 à 3 minutes par plant. Donc, si on enlève au fur et à mesure, OK, on s'entend bien, si on enlève au fur et à mesure, pour 24 plans, c'est entre 48 et 72 minutes par année. Donc, environ 1 heure à 1 heure et quart. Tout ce débat pour nous faire croire que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps pour 1 heure à 1 heure et quart par année. OK? Excusez-moi, là, mais dans votre vie, 1 heure et 1 heure et quart, vous vous en souviendrez pas le jour de vos noces, comme disait quelqu'un que je connais. Donc, il faut par contre, à contrario, quand on enlève on les enlève pas, la cueillette est beaucoup plus difficile parce qu'on se retrouve avec un buisson. Et ça, on l'a vécu ici. Avec un buisson et aller chercher les affaires dans le buisson. OK? Et alors là, on va rajouter une petite couche. OK? Quand, comme moi, vous faites des dermatites de tomates et que vous plongez votre bras à l'intérieur du plant de tomate. C'est la catastrophe. Vous avez le bras qui est tout rouge, qui est truc, donc il faut mettre de la crème, donc ça vous coûte de la crème. Ça vous prend au moins 2 minutes pour mettre de la crème, 10 minutes s'il faut aller chercher la crème dans le truc. Voyez-vous que l'histoire du temps, ça prend beaucoup de temps. Sans compter que tu risques de te crever un œil en entrant dans le buisson. C'est ça. Et moi, je suis très sensible, donc je suis très sensible au feuillage de tomates. Et donc, donc, si vous voulez pas de dermatite, il faut aller mettre une chemise à manches longues alors qu'il fait chaud. Ça prend 5 minutes et demie. Je pense que le débat sur le temps que ça prend, ça n'a absolument aucun intérêt parce que c'est vraiment, il y a juste moi pour le calculer, là, mais c'est vraiment sans problème. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Découvrez le dernier livre de Bertrand Dumont, Étonnante histoire de légumes et de fines herbes, qui vous plonge au cœur de la formidable épopée de l'évolution des plantes comestibles. Ce livre tout à fait original est vendu en format papier en librairie ou sous forme numérique sur le web. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand. Oui. Parlant de tomates, j'ai entendu entre les branches que les tomates n'ont pas besoin de soleil pour mûrir. Alors, là. Elles peuvent mûrir sans soleil. C'est vrai. Mais est-ce que c'est souhaitable? Ça, c'est une autre question. Un autre débat. Un autre débat. Pourquoi? Parce que quand on se retrouve avec un arbuste tomate avec tellement de tiges que finalement, il n'y a plus de soleil qui va sur les tomates vont finir par mûrir. OK? Mais les tomates ont besoin de quoi? Mûrissent avec quoi? La photosynthèse. Et donc, ils vont produire de nombreux composés avec cette photosynthèse-là. Donc, une tomate qui n'est pas mûrie au soleil, techniquement, elle a moins de minéraux et moins de goût. Mm-hmm. Oui, on va arriver à avoir des tomates rouges, mais elles ont moins de minéraux et moins de goût. Il faut savoir aussi que c'est un fruit climatérique. Donc, une fois cueilli, il va continuer à mûrir après la cueillette. Et ça, on mise là-dessus. Et ça, on mise là-dessus à la fin de la saison, mais il y a moins de minéraux, moins d'oligo-éléments, moins de vitamines. Ça, c'est clair. OK? La plante va continuer à mûrir, va continuer à produire, mais il y a beaucoup moins. Je vais vous donner un autre exemple pour illustrer la taille des pommiers. Pourquoi est-ce qu'on taille un pommier? Pourquoi est-ce qu'on essaie toujours de mettre les fruits sur l'extérieur? C'est pas une question de récolte. C'est une question de lumière. Oui. Le fruit, si vous prenez une pomme, ben le côté mûr, le côté ensoleillé est souvent meilleur si vous les coupez en deux que le côté qui a reçu moins de soleil. Chaleur et soleil. La chaleur, le soleil sont importants dans le processus
de la plante. Ce qui milite en faveur du retranchement des tiges secondaires, en quelque sorte. En quelque sorte. Je laisse un peu mon jupon dépassé, comme dit l'autre, mais bon, non, mais j'essaie de donner toutes les informations possibles en étant le plus impartial possible. Oui. J'ai bien dit. Bon, supprimer le bout des tiges à la fin de l'été. Ça, je le faisais instinctivement parce que je me disais, les nuits commencent à être fraîches. C'est souhaitable? Alors, tout le temps? C'est utile, mais pas obligatoire. OK? Ouais. Bon, encore là, si on veut récolter beaucoup de tomates vertes, c'est encore possible. C'est uniquement, bien sûr, pour les variétés indéterminées, parce que les autres, elles sont plus dans le champ. Elles sont plus dans le champ. Elles sont encore dans le champ, mais elles sont en arbuste, donc il n'y a pas de problème. Oui. Donc, la pousse va continuer tant qu'il y a de la température et les fruits n'arriveront jamais à maturité, parce qu'on n'aura pas nos degrés jour, on n'aura pas notre température suffisante pour y arriver. Donc, c'est une énergie inutile dirigée vers des fruits déjà formés. OK? Comme je vous dis, si vous aimez récolter des fruits pas mûrs, c'est une chose, mais c'est autre chose. Et aussi, le problème qu'on a avec les indéterminés, c'est qu'avec les indéterminés, elles finissent par pousser, puis elles finissent par prendre des longueurs, puis il faut arriver à les tutorer. Là. Des fois, elles cassent. Elles cassent, puis des systèmes de tuteurs. Compliqué. Fait que moi, je trouve ça compliqué. Oui. Bon, alors, à la fin de la saison, quand il fait pas mal plus froid, là, quand les premiers gels arrivent, les faire mûrir les tomates, tu disais, à la lumière, à la noirceur. Il y en a qui mettaient leurs tomates de fin d'été là, dans des journaux. Oui. Tu sais, à l'époque. Oui. Alors, il y a 2 techniques donc, qui sont valables. Tu nous en parles? Il y a les 2 techniques. On dit que le mûrissement est plus rapide à la lumière et est plus lent à la noirceur. OK? Donc, ce sont les 2. Parce que là, on entend dire que sur Internet, on voit écrit que comment ça se fait que ma grand-mère mettait ses tomates sur le bord de la fenêtre puis qu'elle récoltait ses tomates. OK? Puis que les gens disent, ben non, il faut les mettre dans des sacs de papier et ainsi de suite. Les 2 techniques sont bonnes. C'est-à-dire que dans les sacs de papier, vous allez ralentir le processus. Oui. OK? Sur la fenêtre, elles vont arriver beaucoup plus vite. Il faut se rappeler que dans le temps, il n'y avait pas les systèmes de conservation qu'on avait. OK? Donc, on ne voulait peut-être pas garder des tomates qui, normalement, une tomate, quand elle est mûre, va pourrir au bout de 4 jours. Il y a juste les 21 jours là, qui les tomates en plastique. Les tomates en plastique, presque. 21 jours qui vont pas pourrir. Donc, sauf que l'influence sur la valeur nutritive n'est pas très claire. Ça, on n'a pas trop de recherches. Par contre, on sait que sur l'influence sur le goût, les plantes qui vont à la lumière sont plus goûteuses. OK? On a tendance à être plus goûteuses. Donc, les 2 techniques, on peut les utiliser pour étaler l'utilisation. C'est-à-dire qu'en prenant les tomates qui sont déjà un petit peu mûres, puis en les mettant à la lumière à la fin de la saison, on va tout de suite avoir des tomates. Puis les tomates qui sont moins mûres, qu'on va mettre à la noirceur, à ce moment-là. Puis pourquoi est-ce qu'on les met dans un sac? Parce qu'il va y avoir de l'éthylène qui va se dégager, puis l'éthylène favorise à ce moment-là le mûrissement. Puis ça garde aussi une petite humidité qui est nécessaire. Mais c'est ça, si vous avez beaucoup de tomates, puis vous voulez, parce que je connais quelqu'un qui dit, ben moi je mange des tomates jusqu'au mois de mars, là. Oui. Mais si vous les mettez à la lumière, c'est sûr que vous n'aurez pas jusqu'au mois de mars, parce qu'elles vont aller trop vite. Donc tu y vas de façon séquentielle. Tu en laisses en sac, tu les sors au fur et à mesure pour les faire rougir à la lumière. Rougir à la lumière. Ben, à la lumière, c'est sur du soleil. Sur le bord de la fenêtre, le plus possible. Oui, c'est une très bonne suggestion, Bertrand. Okay, c'est les 2. Moi, je pense qu'il n'y a pas une ou 2, c'est les 2. Oui, en sac ou sur le bord de la fenêtre. C'est ça. Pour la vraie lumière. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on fait des gourmands? Mais c'est tiges secondaires. Ben, en réalité, je vais vous dire, à chaque jardinier de choisir sa propre méthode. OK? Si vous avez un grand potager puis que vous avez de la place puis que vous ne voulez pas les enlever parce que vous n'avez pas une heure à consacrer à ça, ben vous ne les enlevez pas. OK? Si vous n'avez pas beaucoup de place puis vous voulez cultiver plus, ben c'est peut-être une bonne idée. Moi, ce que je vais vous dire, puis c'est ce que je répète depuis des années, la bonne méthode, c'est celle qui fonctionne dans votre potager. OK? Mais dites-vous une chose, ce qui fonctionne dans votre potager ne fonctionne pas forcément dans le potager du voisin. Okay, chaque condition d'un potager est différente. Donc, venez pas me dire sur Internet, c'est ça qu'il faut faire. Non. Moi, je fais comme ça, puis ça marche. Ça, j'aime ça quand on dit ça, mais il faut faire comme ça, puis on doit faire comme ça, puis on doit toujours faire comme ça. Ça ne veut rien dire, parce que moi, la manière dont je fonctionne dans mon potager, la manière dont mon potager est organisé avec le soleil, va être très différent de mon voisin qui travaille d'une manière différente. Donc, puis qu'il y a moins d'arbres ou plus d'arbres. Est-ce qu'il faut ou pas enlever ces fameux tiges secondaires? Ben, ça dépend des objectifs que vous avez, ça dépend de l'endroit où vous êtes, ça dépend de la région où vous êtes, ça dépend des conditions dans lesquelles vous êtes. Puis dans chaque région, il y a des sous-régions qui sont plus chaudes, plus froides. Il y a des sols qui sont plus chauds, plus froids, des conditions. Donc, puis on n'a même pas parlé
des gens qui cultivent en serre les tomates. Non, je ne suis pas rentré là-dedans parce que c'est plus... De toute façon, les gens qui cultivent en serre les tomates, habituellement, ils enlèvent les tiges secondaires parce qu'ils ne peuvent pas se retrouver avec des tomates énormes qui prennent une place parce qu'ils ont leur serre et c'est quand même pas des serres de production. Là. Donc, ils ont tendance à les enlever pour un peu contrôler la grosseur de la plante. Là. Et comme souvent, quand ils sont en serre, ils sont dans la région éloignée, s'il y a trop de tomates, elles n'arrivent jamais à maturité. Donc, ils savent un petit peu comment faire. Quel sujet intéressant. Émission spéciale qui valait la peine, je pense. En tout cas, on verra bien par les réactions. Alors, je vous invite à nous suivre. Vous allez sur la page radiolégumes.com. Vous pouvez vous inscrire à l'infolettre pour rester informé des nouvelles parutions. On a notre banque de balados qui commence à être assez impressionnante. Merci à Actisol, notre commanditaire, à Xavier Gervais-Dumont pour la musique et à son frère Charles pour le support technique. Bertrand Dumont, merci pour les informations. On salue tout le monde. Portez-vous bien. Merci, à la prochaine. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.